Même cette pluie battante nous aurait empêché de répondre présent à notre poste. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à votre matinale. Je ne suis pas seule, bien évidemment. Marcelin Govoy, bonjour. Bonjour Alix, bonjour à tous, mesdames et messieurs. Sans plus tarder, nous allons tout de suite ouvrir les vannes côté info de cette émission. Bienvenue à Matin Bonheur, le flash avec Hamza Diaby. Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h. La commémoration du centenaire de l'armistice a eu lieu hier dimanche 11 novembre. C'était donc 100 ans, jour pour jour, heure pour heure. C'est à Paris, au pied de l'Arc de Triomphe, en présence de plus de 70 chefs d'État et de gouvernement du monde entier. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, y était également. On y va à Paris. De rassemblement des personnalités pour cette cérémonie de commémoration du centenaire de l'armistice en ce dimanche 11 novembre 2018, l'Élysée à Paris. Il est précisément 10h20 quand le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, accompagné de son épouse, Dominique Ouattara, y est accueilli à son tour par le président français Emmanuel Macron, à l'instar des autres chefs d'État et de gouvernement présents dans la capitale française pour l'événement. Il s'agit pour ces dirigeants venus de partout de rendre une fois de plus hommage aux soldats tombés pour la patrie il y a un siècle, en d'autres termes, 100 ans, jour pour jour après le traité signé à 11h le 11 novembre 1918 entre les belligérants, mettant ainsi fin à la guerre 14-18 à l'échelle mondiale. Sur la place de l'Arc de Triomphe choisie pour cette commémoration, le président Emmanuel Macron, qui en est l'hôte, invite les uns et les autres à tirer les leçons de l'échec de la Société des Nations SDN, née après cette guerre, et à poursuivre le dialogue qui, à ses yeux, constitue le ciment de l'entente. Voyez tant de vos dirigeants rassemblés. Chacun d'eux mène à sa suite sa longue cohorte des combattants et des martyrs issus de son peuple. Chacun d'eux est le visage de cette espérance pour laquelle toute une jeunesse accepta de mourir. Celle d'un monde enfin rendu à la paix, d'un monde où l'amitié entre les peuples l'emporte sur les passions guerrières, d'un monde où la parole des hommes doit parler plus fort que le fracas des armes. Pour le président français qui, par la suite, a rallumé la flamme du soldat inconnu, ce rassemblement ne doit pas être celui d'un jour, mais plutôt celui de la construction de la paix en permanence. Et le président Emmanuel Macron d'indiquer pour terminer que ce moment du souvenir de ce sacrifice doit exhorter les dirigeants de ce monde à être plus dignes. Et la Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays du monde, a commémoré ce dimanche 11 novembre, donc la fin de la Première Guerre mondiale. La célébration officielle de l'événement s'est déroulée dans la commune du Plateau, ici même à Abidjan, où des gerbes de fleurs ont été déposées au pied du monument aux morts en mémoire des victimes. Olivier Iriebi et Abou Sanogo. 11 novembre 1918, 11 novembre 2018, 100 ans que la Première Guerre mondiale qui a vu la défaite de l'Allemagne nazie a pris fin. Les autorités françaises et ivoiriennes présentes à la place du monument dédié aux morts pour déposer des gerbes de fleurs à la mémoire des combattants tombés sur le champ de bataille. La présence militaire est assurée par plusieurs sections de l'armée, le bataillon de commandement et de soutien, le groupement ministériel de moyens généraux, le détachement des forces françaises en Côte d'Ivoire et les enfants de troupes de l'école militaire préparatoire technique de Bingeville, EMPT. L'événement en l'honneur des anciens combattants est chargé de souvenirs. La Côte d'Ivoire a pris une part active dans cette guerre. Il y a été recruté 22 944 tirailleurs. 18 790 sont allés se battre là-bas. 3 467 seront tués et 763 portés disparus. Les anciens commandants que nous sommes, nous œuvrons tous pour ce qu'on appelle la paix.
Une médaille a été décernée par l'attaché de défense auprès de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire à un des anciens combattants pour son parcours remarquable au front. Je suis le conducteur de chars de combat à l'Indochine en Algérie. Un jour, je suis tombé dans un biscal, on a tué un tireur qui est à côté. C'est l'avion qui est venu, l'avion B-26 qui est venu me libérer dans les mains. C'est à cause de ça que j'ai eu des médailles là. Les représentants du ministre d'État, ministre de la Défense et l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire ont souligné que les hommages à l'endroit des anciens combattants ne tariront pas. Que les jeunes d'aujourd'hui n'oublient pas le sacrifice de leurs aînés. La dette que nous avons contractée envers les anciens combattants, que ce soit ceux de 14-18, que ce soit ceux de 39-45, cette dette, elle est éternelle. Bien qu'absents, nous devons avoir pour eux, dans nos cœurs, une pensée, dans nos idées, une pensée. Et dans tout ce que nous faisons, nous devons avoir une pensée pour ces gens qui se sont battus pour nous. À l'origine de la Première Guerre mondiale de 1914 à 1918, l'assassinat de l'héritier du trône d'Autriche, l'archiduc Franz Ferdinand le 28 juin 1914 à Sarajevo par Gravilo-Principe. De la célébration de l'armistice à la célébration de l'Abissa. Vous allez le voir en image, l'événement culturel majeur du peuple Nzima Kotoko a eu lieu samedi 10 novembre, en une seule journée. La célébration a duré quelques temps, selon les organisateurs, au regard des événements malheureux qui se sont déroulés à Grand Bassam, la cité balnéaire. Il était primordial de privilégier le côté traditionnel afin de permettre une célébration comme à l'accoutumée l'année prochaine. Il n'y a donc pas eu la réjouissance populaire traditionnelle, celle donc que vous connaissez. Allons-y à Lourdes pour terminer ce journal. Lourdes, au lieu de spiritualité, où les pèlerins vont sur les pas de Bernadette de Soubirous afin de raffermir leur foi. En ce lieu qui accueille chaque année des milliers de personnes, chrétiens et simples visiteurs, les pèlerins découvrent des valeurs telles que la fraternité, la charité et le service. Et d'emblée, à l'imitation de Jésus-Christ, ils se mettent au service des malades, des personnes fragiles et des handicapés. C'est la fin de ce journal, mais ce n'est pas la fin du marathon de l'information. Je serai là une fois de plus à 6h30. Assurément, bien sûr, Hamza Diaby sera avec vous à 6h30 comme indiqué. Après un week-end, sûrement qu'on a festoyé comme il se doit, n'est-ce pas Marco? Ness, je ne le fais pas dire, un très très bon week-end. Donc il faut suivre Vous avec le savez de cheminement quoi vous normal. parlez. Oui, vous avez fait quoi juste dans le temps? Vous avez fait quoi ce week-end? Un repas de famille, et ah bon, voilà, vous êtes sûr, avec des amis très proches. Ah bon? Oui. Et vous avez aimé le week-end? Super, vous avez mangé quoi bien. Comme ça? Vous avez mangé quoi? Ah ben, je suis passée du côté de Lamé, on a mangé un biocosseux avec vos du bon foutou. Vos invités ont bien mangé aussi, j'imagine. Oui, j'espère. Hein, on salue tous ces invités-là qui nous regardent. Et si vous avez pris, eh ben, c'est le moment de perdre avec maintenant... Le fitness Kotinamke. Bonjour tout le monde, c'est Cyril Nyamke. Petite session aujourd'hui d'entraînement pour bien commencer la semaine. On ne va pas utiliser le tapis ce matin, on va juste utiliser le poids du corps. Le poids du corps, votre corps va vous servir d'accessoire pour vous entraîner. Donc, je passe un coucou rapide déjà à Marco et Alix. On va commencer par un exercice très simple. On va tendre les bras, essayer de toucher le côté opposé avec la main opposée. 1, 2, 3, 4, 5, très simple. 6, 7, 8. Ce sera des petits exercices pour vous réveiller un peu. On va à 20 répétitions. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On va faire des jumping jacks. Toujours à 20 répétitions. Donc je vous rappelle qu'on doit faire 6 exercices au total. Allez, on compte jusqu'à 20. Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Parfait. Prochain exercice, le troisième. Après, il va en rester 3. Le troisième, on va mettre les mains au niveau de la poitrine et donner des coups de pied devant. Vous visez toujours la hauteur du menton. Allez, 1, 2, on alterne. 3, 4, 5, 6, toujours 20 répétitions. N'oubliez pas de vider l'air. 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19 et 20. Parfait. Le prochain exercice, on va juste chercher à toucher le sol et se redresser. On va toujours à 20 répétitions. Donc on va toucher avec une main et après alterner. On prend sa descente en squat. On fait un petit squat et on se redresse. Juste ce petit mouvement là. 1, 2, comme si on allait chercher quelque chose au sol. 4, 5, 6, 7, 8. N'oubliez pas de fléchir les jambes. 9, de garder le dos bien droit. 10, 11, 12, 13, 14, à 20, 15, 5 répétitions, 17, 18, 19 et 20. Encore 2 exercices en fait. On va courir sur place maintenant. Mettre les mains au niveau de la taille, faire un mouvement avec les bras et terminer avec les jambes. Allez, go. 1, 2, 3, 4. Petite course. Sur place. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On va terminer par le dernier exercice. Ça sera de petits sauts. On va descendre en squat, tendre les bras au maximum et remonter sur la pointe des pieds. On le fait ensemble, allez, 20 répétitions. Bon, cette fois-ci, on va à 30 répétitions, comme c'est le dernier exercice. Allons-y ensemble, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, go. Petit squat, on remonte sur la pointe des pieds. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez, 30, courage, 7, 8, pour bien vous réveiller ce matin, 9, 10 et bien commencer la semaine, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, encore 10, allez, courage, 1, 2, 3, n'oubliez pas de respirer, 4, 5, 6, 7, 8, 9, parfait. Les exercices sont terminés. C'est un lundi qui commence. Il faut que vous commenciez la journée avec le plein d'énergie et le plein de motivation. Je vous souhaite de passer une très très belle journée. Je passe l'antenne à Marco et Alix. Prenez soin de vous. Au revoir. Coach Cyril, je rappelle que cette émission, mesdames et messieurs, est réalisée par Christelle Akoussa, entourée de toute la bande joyeuse. On salue nos amis également de la radio avec les matins d'Isaac. Hein. C'est des gens que nous retrouvons au moins une fois par semaine dans le cadre de ces matinales. Hier, donc, on avait bien sûr cette magnifique cérémonie en France avec une intervention magnifique d'Angélique Kidjo. On va revenir là-dessus tout de suite, mais avant, nous allons décortiquer la revue de presse avec Ange Patrick Aoulier. C'est parti. Bonjour Alix, bonjour Marco, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la revue de presse de ce lundi 12 novembre consacrée à l'actualité nationale. Le journal Le Temps plante le décor de notre premier sujet, CPI, reprise du procès de Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, la défense déterminée à faire triompher la vérité. Notre voix qui reprend des propos de maître Alexander Noutz, l'un des avocats de la défense, pointe « Le procureur n'a pas de preuves ». La voix originale, qui se fait aussi l'écho de ce sujet, dévoile par ailleurs le programme des obsèques officielles de Aboudraman Sangaré. En face, le journal Le Patriote, proche du Rassemblement au pouvoir, s'intéresse à toute autre chose. Le confrère revient sur les actions menées par le président ivoirien en 8 ans d'exercice dans le cadre dans le secteur de la santé. Ce que Ouattara a fait pour les agents, les chiffres qui parlent, la hausse des salaires de 69% sont autant de sujets abordés par le confrère dans sa parution de ce lundi. Et le nouveau réveil de renchérir, grève dans le secteur de la santé, mouvement suspendu pour 2 semaines. Par ailleurs, ce tabloïd dit tout en ce qui concerne les rumeurs et spéculations autour de la candidature de Henri Konan Bédié dans le cadre de la présidentielle 2020. Réconciliation nationale, Guillaume Soro, réforme de la commission électorale indépendante CEI, crise au sein du FPI, le Front populaire ivoirien, procès de Gbagbo et de Blé Goudé, décès de Aboudraman Sangaré, gestion de Ouattara, Geneviève Brogrébé, ancienne ministre des Sports et Loisirs et ex-présidente des femmes patriotes de Côte d'Ivoire, sans détour. L'interview est à lire absolument dans le journal L'Inter de ce lundi 12 novembre 2018. C'est un autre clin d'œil aux différentes rédactions d'ici et d'ailleurs. Merci de l'avoir suivi et à demain. À demain, Ange Patrick Aoulier. Merci à vous.
En part, comme on l'appelle. Oui, c'est comme ça. Ça va, Alix? Vous avez regardé la cérémonie de l'amnistie? Ouais, ça a hérissé les poils. Mais justement, cette prestation de Angélique Kidjo avec son titre Bléou, c'était vraiment empreint de beaucoup d'émotions. Je rappelle que Bléou, c'est un titre à l'origine de la Togolaise Bella Bello. Et donc, voilà, c'était magnifique. Je ne sais pas si on l'a, on ne l'a pas encore, mais bon, on va passer directement, si c'est possible. Est-ce qu'on a le point route aussi? Est-ce qu'on a le point route? Si on n'a pas le point route, nous allons passer directement avec notre invité. Voilà, on va revenir. On l'a finalement. On a finalement Angélique Kidjo, l'une des plus grandes chanteuses d'Afrique et du monde, qui nous a bluffé hier. On avait les poils au garde à vous. Passez l'expression. Quand on l'a écouté pendant cette cérémonie, elle chantait Bléou, Bléou. Il faut comprendre les paroles pour savourer cette chanson. Ça parle de la patience, patience, patience pour pouvoir atteindre l'autre rive, atteindre le village. Patience et ne pas avoir peur de toutes les tribulations en chemin. Même si la panthère survient, il faut être patient. Bléou, Angélique Kidjo. Et voilà, c'était notre clin d'œil pour démarrer cette semaine de la paix. Ne nous l'oublions pas, jeudi, nous célébrons la journée nationale de la paix en Côte d'Ivoire. Voilà. On part maintenant sur nos routes pour sécuriser nos chers conducteurs et automobilistes. Bonjour, Monsieur Ekou. Bonjour, Alex. Bonjour, Monsieur Ekou, vous allez bien? Oui, Marcelin, ça va bien. Alors, dites-nous tout. Aujourd'hui, on va parler de la vitesse dans la circulation routière. Voilà, c'est ça, hein? Exactement. Alors, quelles sont les limitations de vitesse sur les routes ivoiriennes? C'est vrai que, normalement, on est censé savoir ça par rapport à l'auto-école, mais dans les faits, il y a un grand fossé, n'est-ce pas? Je ne pense pas même qu'on soit capable de tout savoir parce que c'est un peu complexe. Les vitesses vont varier selon le type de route. C'est complexe. Et selon le type de véhicule aussi. Ben, il faut retenir que la limitation est fixée par décret, par réglementation. On est habitué à dire qu'on roule à 120 km sur l'autoroute. Ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, sur l'autoroute de Bassam, c'est à 100 km. Donc, il faut plutôt voir les réglementations indiquées sur le panneau. Les panneaux vont d'abord indiquer les réglementations maximales, les limites maximales à ne pas dépasser. Et 120 km, ce n'est pas pour toutes les autoroutes. Il faut retenir ça également. En fonction des voies. En fonction des voies. D'accord. Tout à l'heure, on va revenir là-dessus parce que le temps pour nos téléspectateurs de prendre un calepin, c'est très important. Le jingle, on revient juste après. Ça a duré le temps, on va dire, d'un battement de cils et nous sommes revenus avec Monsieur Ekou. Vous pouvez poursuivre sur la même question. D'accord. Je disais que la limitation des vitesses est fixée par réglementation. Elle va varier selon le type de véhicule et selon le type de voie. Sur l'autoroute, on a tendance à croire que c'est 120 km/h, mais il faut faire attention. La limitation est fixée par des panneaux. Par exemple, sur l'autoroute du Nord, on a deux types de limitations de vitesse, comme nos amis de l'OZN nous rappellent souvent. On a 120 km maximum pour l'ancien tracé. On a 110 à partir du nouveau tracé, à partir de Saint-Grobo. Sur l'autoroute de Bassam, on a 5 km/h. Donc, ce n'est pas toujours 120 km. Il faut aussi vérifier le type de véhicule. Par exemple, quand vous regardez les poids lourds, vous allez voir une pancarte ou apposée à l'arrière. C'est la vitesse maximale à ne pas dépasser. La vitesse maximale dépend aussi qu'on soit en agglomération ou hors agglomération. En ville, elle est limitée. On pensait que c'est 90, mais avec l'Oser, on sait que c'est à 60 km maximum. Et puis, sur l'autoroute, comme je viens de le rappeler, ça va varier de 100 à 120. En tout cas, il faut avoir la connaissance nécessaire pour faire la lecture des différents panneaux de limitation. Alors, Monsieur Ekou, quelles sont les causes et les conséquences de ces excès de vitesse? Oui, sur les excès de vitesse, j'aimerais peut-être attirer l'attention des usagers qui confondent souvent excès de vitesse et vitesse excessive. Ils ont tendance souvent à faire la nuance, excès de vitesse, vitesse excessive. Oui. Juridiquement, il n'y a pas de différence. C'est peut-être une polémique vaine,
Parce que pour nous, excès de vitesse et vitesse, c'est le même mot l'une avec... pour nous aussi. Voilà, en tout cas. Exactement. Seulement, il faut retenir qu'il y a le dépassement de la vitesse maximale et il y a le dépassement de la vitesse adaptée. D'accord. Le code de la route dit que le conducteur doit rester toujours maître de sa vitesse. Quand vous arrivez à un carrefour, vous devez ralentir. Vous êtes en agglomération, la vitesse est de 60 km/h, mais quand vous arrivez à un carrefour, vous avez l'obligation de ralentir. Vous pouvez arriver dans des zones urbaines, où par exemple, à Abidjan, on est habitué à des maquis en bordure de voie. Mais vous arrivez là, vous devez adapter votre vitesse à la circulation, à la situation de conduite. Si vous roulez à 60 km à ce moment-là et que vous heurtez un passager, vous serez en situation de vitesse excessive parce que la vitesse n'est pas adaptée à la situation de conduite. Il faut faire attention à ça aussi. Donc, c'est peut-être la nuance qu'il faut soulever. Donc, il y a le dépassement de la vitesse maximale qu'on vient de rappeler, qui est sanctionné, et il y a le dépassement de la vitesse adaptée, c'est-à-dire par rapport à la situation de la route, qui est sanctionné aussi. D'accord. Alors, comment lutter concrètement contre les excès de vitesse? Vous avez des axes pour nous? Chez nous, à ActuRoute, on dit que le premier responsable, c'est le chauffeur. D'ailleurs, le code dit qu'il doit rester maître de sa vitesse. Contrairement à d'autres situations de code de la route, on cherche des responsables ailleurs. La vitesse, c'est un état d'esprit. Il faut prendre conscience. Il y a des comportements qu'il faut éviter d'adopter. Et il y a un état d'esprit aussi qu'il faut éviter de prendre. C'est pas parce que la voiture est neuve qu'elle est forcément sûre à 100% lorsque vous roulez vite. Les études ont démontré qu'à 130 km/h, la vision s'est réduite à 30 degrés. Alors qu'en position stable, elle est de 180 degrés. Donc quand vous êtes à vive allure, vous voyez seulement qu'un petit point devant vous. Donc il faut prendre ces comportements. La vitesse excessive va avoir aussi d'autres conséquences. Donc pour nous, c'est un état d'esprit. Il faut prendre conscience que, comme j'ai dit, le plus important, c'est la vie et adapter sa conduite à la situation. Voilà. Monsieur Ekou, l'efficacité du système des radars dans la lutte contre les excès de vitesse, on peut en parler? On peut en parler, mais bon, comme j'ai dit, à ActuRoute, on n'a pas toujours les éléments. Je sais que l'OSER est en rapport avec le ministère est en train de déployer un programme. Peut-être qu'ils auront l'occasion de l'expliquer concrètement. Mais il faut retenir deux éléments. Il y a les radars fixes et il y a les radars mobiles. On a tendance à accuser nos amis des forces de l'ordre qu'ils se mettent aux aguets pour chercher les automobilistes. On dit qu'ils se cachent. Le radar fixe, il a pour vocation de vous amener à ralentir sur une voie dangereuse. Mais le radar peut être mobile, il peut être même dans une voiture pour détecter les délinquants, les contrevenants et les sanctionner. Donc, les radars, ils fonctionnent. On s'est rendu compte que depuis, bon, nous on n'a pas fait d'études ici, mais chacun en France, il y a une étude qui avait démontré que les radars ont contribué à réduire la mortalité sur les routes de plus de 50%. Parce qu'il faut savoir que la vitesse est la première cause d'accident. Donc les radars ont contribué à vraiment limiter les causes les décès, les accidents plutôt. Et puis les radars aussi ont sensibilisé des automobilistes à prendre conscience qu'il ne faut pas aller toujours plus vite sur la route. Alors, quelles sont les sanctions prévues par le code de la route? Malheureusement, nos sanctions sont toujours très faibles. Le dépassement des vitesses, comme la vitesse excessive, est une contravention de 3e classe. Donc, il est puni d'une amende de 10 000 à 360 000 francs normalement, mais d'une amende forfaitaire de 2 000 francs seulement. Et donc, du coup, ça contribue à décrédibiliser un peu la sanction, mais c'est un peu la sanction principale de ça. D'accord. Alors, quelles sont les difficultés que l'on rencontre dans l'exécution, on va dire, de la régulation de la vitesse? Là, actuellement, on a un système de radar qu'on est en train de mettre en place, donc qui n'est peut-être pas encore achevé, et qui peut-être laisse croire que ce n'est pas vraiment efficace. Donc, il y a ce travail à faire. Il y a aussi qu'il y a certaines autorités qui ne contribuent pas à réguler la circulation routière. Je disais qu'il y a deux autorités qui prolongent le code de la route. Il y a le préfet, il y a le maire. Donc, quand vous allez voir des situations de conduite, enfin des routes sur lesquelles les gens vont aller vite, il faut venir juste poser un panneau pour préciser. Il y a des panneaux de zone urbaine pour préciser la limite de vitesse à ne pas dépasser. Il faut reculer régulièrement. Donc, on a des autorités qui sont en arrière-plan, qui ne font rien. De sorte que, des fois, c'est des particuliers qui viennent mettre des dos d'âne pour barrer la circulation, alors que c'est le rôle de l'autorité. Ça, ce sera, non, ça, parce qu'on est à la fin, ça, ce sera un thème. Hein. Franchement, les dos d'âne dans les quartiers, avec bien sûr la diligence de madame la rédactrice en chef, on va parler spécifiquement des dos d'âne, parce que n'importe quel président d'un quartier, des syndics, tout ça, des dos d'âne, c'est bon pour la sécurité parfois quand les enfants sont dans le quartier, mais après... C'est dangereux pour la circulation. Parce qu'il y a effectivement une réglementation pour ça, beaucoup ne le savent pas. Merci beaucoup à vous, monsieur Ekou. On vous retrouve avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine. Il est 6h26 partout en Côte d'Ivoire. Nous allons basculer aussi dans une autre sphère de cette émission, la météo, et puis le flash, deuxième flash avec Mr. Marathon Man de l'info, Hamza Diaby.
messieurs, bonjour. Pour cette matinée, tout d'abord en début de matinée, on aura un ciel quelque peu brumeux dans la bande centrale et dans le sud forestier. Cette situation évoluera vers un ciel généralement nuageux, tout en passant par de brèves pluies locales dans l'ouest et dans le sud forestier. Le reste du pays sera généralement nuageux. Les températures pour la matinée, on observera une maximale de 25 degrés à Abidjan comme à Diaké. À Bondoukou, Boaké et Daloa, il fera 24 degrés. 25 degrés sera observé à Dambokro. À Gagnoua, il fera 23 degrés. À Korogo, 25 degrés. 22 degrés comme minimal dans la ville de Mans. 24 degrés à Odiéné. 25 degrés à San Pedro comme à Sassandra. 24 degrés à Tabou ainsi qu'à Yamoussoukro. Pour l'après-midi, le temps sera sec et bien ensoleillé dans le nord du pays. Ce ne sera pas le cas sur les régions plus au sud, où la domination du soleil sera régulièrement atténuée par des passages nuageux. Des risques d'averses se manifesteront en milieu ou en fin d'après-midi sur les régions de l'ouest et un peu moins à l'est et dans le sud forestier. Les températures pour l'après-midi, on notera 32 degrés à Abidjan ainsi qu'à Diaké, 33 degrés dans les villes de Bondoukou comme celle de Boaké, 32 degrés à Daloa, 33 degrés dans la ville de Dambokro ainsi qu'à Gagnoua, 34 degrés à Korogo, 32 degrés à Mans, 34 degrés à Odiéné, minimal de 30 degrés dans la ville de San Pedro, Sassandra, Tabou, 32 degrés à Yamoussoukro. Très bonne journée à toutes et à tous. Bonjour, mesdames et messieurs. Rendons-nous tout de suite au Niger, où plusieurs milliers de personnes ont manifesté hier dimanche à Niamey à l'appel de l'opposition contre le code électoral et le gouvernement accusé de mauvaise gouvernance. En RD Congo, 7 dirigeants de l'opposition de la République démocratique du Congo choisissent l'homme d'affaires Martin Fayoulou comme leur candidat commun aux élections présidentielles. Fayoulou, le chef du parti Engagement pour la citoyenneté et le développement, s'opposera à Emmanuel Ramazani Chadari, un ancien ministre de l'Intérieur, soutenu par le président sortant Joseph Kabila lors du vote différé du 23 décembre. L'armistice de 1918, signé le 11 novembre 1918, marque la fin des combats de la Première Guerre mondiale 14-18, la victoire des Alliés et la défaite totale de l'Allemagne. Une guerre qui a fait pour l'ensemble des belligérants plus de 18 600 000 morts, d'invalides et de mutilés, dont 8 millions de civils, parmi eux les tirailleurs africains. Le Sénégal a célébré le centenaire de la fin de la Grande Guerre par une cérémonie militaire à laquelle ont assisté plusieurs autorités françaises, sénégalaises et d'autres pays. Et je vous propose là d'écouter l'ambassadeur de France au Sénégal et quelques tirailleurs. Et c'est donc l'occasion pour nous de saluer tous les morts, tous les soldats, tous ceux qui ont combattu pendant cette guerre. Plus de 18 millions de morts. C'est l'occasion de saluer la contribution inestimable des Alliés, des forces africaines, des tirailleurs sénégalais à cette guerre. Nous avons participé à la grandeur de l'Empire français. Ce qu'on aurait souhaité aujourd'hui, la France ne nous doit rien pour l'instant, mais il aurait été bon que les délais de perception de la prime d'anciens combattants, qu'on prend tous les 6 mois, que l'on raccourcisse un peu les délais.
Et pour refermer ce journal, sachez que des centaines de personnes fuient après une attaque de Boko Haram près de Maïdougouri, la capitale et principale ville de l'Est de l'État de Borno, le nord-est du Nigeria. C'est d'ailleurs là que le mouvement islamiste a été fondé en 2002 par Mohamed Youssouf. C'est la fin de ce journal. Merci Hamza. Merci, on vous revoit Alex. à 7h03. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On s'est promis de vous offrir la clé pour réussir vos différentes semaines. Aujourd'hui, comment élever son niveau d'énergie? Serge Taïba vous donne le chemin. Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de comment élever votre niveau d'énergie. Vous savez que l'énergie, c'est tout. C'est ce qui nous permet d'agir dans la vie. C'est ce qui nous permet de nous mouvoir et de mener à bien nos différentes tâches quotidiennes. Que serions-nous sans énergie? L'énergie, c'est notre carburant. Imaginez-vous une voiture sans carburant. Fût-elle la plus belle des voitures, elle sera incapable de bouger si elle n'a pas de carburant. C'est pareil pour nous les humains. Il nous sera impossible de mener la moindre action sans énergie. À la différence des voitures ou des appareils, nous avons quand même de l'énergie quoi qu'il arrive. Si nous sommes en vie, c'est justement parce que nous avons un minimum d'énergie que nous sommes là. Par contre, cette énergie est parfois insuffisante pour faire ce qu'on a à faire. C'est alors qu'on se retrouve avec des tâches, du travail et des projets, mais incapables de passer à l'action parce que notre énergie est si basse et cela peut être très frustrant. Il nous arrive parfois de disposer de tout pour un projet, le temps, les ressources, les outils, mais incapables de passer à l'action parce que le niveau d'énergie requis pour y arriver nous manque. Nous allons donc voir aujourd'hui 3 secrets pour élever votre niveau d'énergie. 1. Sortez vos préoccupations de la tête. Vous savez, les préoccupations sont les plus grandes consommatrices d'énergie quand elles sont dans votre tête. Lorsque vous voyez le mot préoccupation, vous verrez 2 mots, pré et occupation. Il s'agit des choses desquelles vous vous occupez avant qu'elles n'arrivent. Cette vilaine petite habitude que la plupart des gens ont adoptée est ce qui fait qu'ils voient gaspiller une bonne partie de leur énergie. 2. Vivez dans l'appréciation. C'est vrai que tout ce qui arrivera dans votre vie ne sera pas toujours à votre goût, mais vous devez apprendre à apprécier les choses et les personnes qui se présentent à vous. Pas parce qu'elles sont appréciables, mais tout simplement pour préserver un niveau d'énergie optimal. 3. Reposez-vous. Le repos est naturellement l'une des choses que vous aurez à pratiquer pour élever votre niveau d'énergie. Le repos est censé être un moment de rechargement pour faire le plein d'énergie. Mais il se trouve que la plupart des gens se reposent si mal qu'ils ont l'impression que leurs moments de repos ne servent à rien dans l'optimisation de leur énergie. Reposez-vous, mais reposez-vous efficacement. L'une des choses que je vous recommande lorsque vous essayez de vous reposer, c'est de vous libérer mentalement. Libérez-vous des pensées polluantes et vous verrez que même des petits temps de sommeil suffiront pour vous permettre de récupérer efficacement. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. On se dit à très bientôt dans une prochaine capsule pour plus de conseils, pour plus de motivation, afin de vous permettre de mener une vie et une carrière plus riche et plus passionnante. À très bientôt. Voilà, nous sommes le lundi, mais il faut déjà anticiper le repos, se reposer de façon efficace, c'est très très bien dit. Vous savez que même le lundi, avec cette vidéo-là, on a déjà le punch, le panache de vendredi. Merci d'être un matin bonheur, en tout cas, c'est très très bien de nous suivre tous les jours en direct et en intégralité de 5h55 à 7h30. Dans un instant seulement, Instant Vérité. Gabriel Zani reçoit donc le journaliste et maintenant maire, Assalé et Tiemoko, journaliste d'investigation. Voilà, il va nous parler un peu de ce qui rythme, de ce qui le dope, entre guillemets. Il carbure à quoi? Vraiment, interview donc avec Gabriel Zani qui va nous donner sa célèbre formule. Les Ivoiriens veulent savoir. Mais avant d'en arriver là à l'exception, on a arpenté un peu ce qui se passe ou du moins les dates principales qui ont rythmé l'humanité. Aujourd'hui, déjà, on célèbre les... Aujourd'hui, nous célébrons les Christian. Coucou, on a notre cadreur juste en face, celui qui est à ma caméra. Bonjour Christian, bonne fête à vous. Et Christian, c'est bien parce que Christian, en français, Christian, mais en anglais, ça veut dire chrétien. Donc vraiment, il y a plusieurs connotations. Christian ou Christian, tout simplement. Et c'est pas le seul prénom. Et c'est pas le seul prénom. On a...
On a Arélia, Astrid, Astrid, Aurel, Urel, Godwald, Kasten, Chris, Kristen. J'aime bien votre accent anglo-saxon. Godwald. Godwald, oui. L'autre côté, il est parti. Et puis aujourd'hui, c'est la journée mondiale, on est plus sérieux, journée mondiale de la pneumonie. Voilà, journée mondiale de lutte. Je préfère journée mondiale de lutte contre la pneumonie, parce qu'on ne peut pas célébrer une maladie, on célèbre la lutte contre la maladie. Je rappelle donc, mesdames et messieurs, que c'est une journée qui a été décrétée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Son but principal est de sensibiliser les populations à un véritable problème de santé publique. Exactement, en effet, la pneumonie est encore responsable de millions de décès chaque année et qui est plus de décès d'enfants. On va dire qu'on enregistre plus de décès d'enfants par rapport à cette maladie. Tout à fait évitable si les symptômes étaient pris en compte à temps et les traitements administrés rapidement. Donc, il faut faire attention à nos bouts de chou à la maison. Et puis, pour terminer sur cette journée mondiale de lutte contre la pneumonie, des chiffres alarmants, ce fléau qui tue chaque année plus que le sida, attention, le paludisme et la rougeole réunis. 1,8 million d'enfants de moins de 5 ans décèdent ainsi tous les ans de la pneumonie, soit un enfant toutes les 20 secondes. Attention, la prévention est primordiale. Merci d'être avec nous. Tout de suite, nous allons maintenant avec notre journaliste donc de Matin Bonheur. On a notre journaliste d'investigation à nous qui reçoit un autre journaliste d'investigation qui est maire. Qu'est-ce que ça va donner? Vous êtes à Matin Bonheur et précisément maintenant à Instant Vérité. C'est parti. Je suis toujours ravie de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonjour à tous. Merci de suivre Instant Vérité et dans Matin Bonheur, bien évidemment. À chaque parution, certains applaudissent, d'autres crient au chantage. Évasion fiscale, fraude douanière, corruption, mauvaise gouvernance, l'éléphant déchaîné est à l'origine de nombreuses révélations. Créé en 2011, l'hebdomadaire satirique initie le journalisme d'investigation en Côte d'Ivoire selon Thiemoko Assalé, son directeur général. Mais journalisme d'investigation ou manipulation, personne ne le sait. Cependant, entre scoop et révélation spectaculaire, Thiemoko Assalé se met à la politique. Candidat malheureux aux législatives de 2016, le patron de l'éléphant déchaîné se fait élire maire de Thiassalé en octobre 2018. Alors, du journalisme d'investigation à la politique, que recherche donc Thiemoko Assalé? Le journalisme d'investigation peut-il s'accorder avec la politique? L'éléphant déchaîné pourra-t-il continuer, mesdames et messieurs, à dénoncer les pratiques politiciennes? Pour répondre à ces interrogations, nous avons sur le plateau de Instant Vérité Antoine Thiemoko Assalé, journaliste, fondateur de l'hebdomadaire L'éléphant déchaîné, maire élu de Thiassalé. Bonjour Antoine Thiemoko Assalé. Bonjour. Merci d'être venu à Instant Vérité. Thiemoko Assalé, pourquoi l'éléphant déchaîné? Pourquoi l'éléphant déchaîné? Nous avons estimé qu'à un moment donné, dans un pays qui se veut démocratique, un pays qui se veut émergent dans quelques années, il faut qu'il y ait un média indépendant qui fait de l'investigation, mais qui se consacre surtout à la gouvernance, afin de permettre aux populations de savoir ce qui est fait avec leurs ressources. Donc, voilà les raisons qui nous ont poussé à créer l'éléphant déchaîné. Alors, l'éléphant déchaîné sera pour permettre aux Ivoiriens de comprendre ce qui se fait avec leur argent. Donc, vous êtes sorti en 2011. Donc, voilà 7 ans que l'hebdomadaire L'éléphant déchaîné se déchaîne sur la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut savoir, en termes d'investigation, en termes d'enquête, vos résultats? Les résultats sont nombreux. Nous avons fait beaucoup d'enquêtes. Il y a cité quelques-unes qui sont emblématiques. L'affaire des impôts, la dernière affaire du guichet unique automobile et d'autres dossiers que nous avons sortis qui quand même ont contribué à créer de la visibilité sur ce qui est fait dans certains services publics. Et donc nous sommes dans notre rôle qui est de démontrer aux Ivoiriens ce qui se passe dans leurs services publics. Et il appartient maintenant aux policiers, aux magistrats et aux politiques de décider de la suite. Nous ne sommes pas des policiers. Vous revenez dans votre réponse chaque fois sur ce terme, permettre aux Ivoiriens de savoir ce qui se passe dans leur service public. Alors donc, vos enquêtes sont toujours dirigées, sont toujours portées sur des affaires de corruption, donc de mauvaise gouvernance. Donc, ces faits-là sont liés à un individu ou un groupe d'individus. Pourtant, il y a des faits de société qui interpellent.
auxquels les politiques n'accordent aucune espèce d'importance. Chacun fait son boulot. Il y a beaucoup de médias en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de journaux en Côte d'Ivoire, il y a des journaux d'information générale qui font ce genre de travail. Nous nous sommes concentrés sur ce qui concerne la gouvernance et ce qui concerne surtout l'intérêt public. Et donc, chacun son créneau. Nous avons choisi de faire de l'investigation, qui est une sorte c'est la crème du journalisme en tant que tel. Et donc, les médias d'intérêt, d'information générale, font ce que vous dites là, et nous nous concentrons sur des enquêtes profondes pour révéler des choses auxquelles tout le monde n'a pas accès. Mais alors je reprends pour dire que les enquêtes profondes peuvent se faire sur l'injustice sociale qui sévit, des choix des politiques, des choix que les politiques opèrent et qui impactent négativement la vie des uns et des autres, des milliers de vies. Alors pourquoi ces faits-là ne retiennent pas l'attention de l'éléphant déchiré? Non, il nous arrive aussi de faire des enquêtes sur des questions, comme vous dites, d'injustice, qui ont un impact social assez important sur la vie des populations. Il nous arrive de faire ce genre d'enquête aussi. On a travaillé un peu sur l'histoire des déchets toxiques, l'après-déchets toxiques. Voilà. Et donc, il n'y a pas que des faits qui sont essentiellement liés aux ressources publiques. Il y a des choses qu'on fait aussi qui concernent la vie des citoyens tous les jours. Alors, votre vision m'amène à vous poser la question suivante. Est-ce que Tiemoko Assalé a des comptes à régler? Ou bien on lui demande d'étaler certaines personnalités qui deviennent un peu trop encombrantes? Non, on n'a pas de compte à régler. Nous sommes des journalistes. Notre rôle, c'est d'offrir aux populations une information qui est documentée, qui est crédible, afin qu'elles comprennent ce qui se passe dans leur pays. Alors, donc, on n'a pas de compte à régler avec des individus. Quand on fait un dossier, on ne regarde pas l'individu, on regarde le statut de la personne qui est concernée par le dossier. Est-ce que c'est un fonctionnaire? Est-ce que c'est un homme public? Est-ce que ce qu'il touche comme ressources appartient à la collectivité? À partir de ce moment-là, si ces critères sont remplis, on ne regarde plus la personne qui est devant. Nous démontrons aux Ivoiriens que tel individu ou bien tel service public ne fonctionne pas bien. Et le reste, les gens interprètent comme ils veulent. Mais bon, nous, ce qui nous intéresse, est-ce que la question qu'on aborde là regarde l'intérêt public? C'est tout ce qu'on se pose comme question. L'intérêt public, voilà. L'intérêt public. Voilà. Mais en même temps, on a vu dans vos parutions et tout cela qu'il y a des personnes qui sont souvent citées, des personnes qui reviennent. Et finalement, on a l'impression que vous en voulez à ces personnes-là, que c'est vraiment quelque chose de très personnel. Non, il n'y a jamais rien de personnel. Hein. Il n'y a pas de personnes qui sont citées ou bien qui reviennent. Nous faisons des enquêtes. Vous savez, il y a des gens aussi qui font beaucoup de choses. Hein. Et qui peuvent être impliqués dans plusieurs dossiers. Et donc, quand on fait des recoupements, que la même personne revient chaque fois au même niveau, on est bien obligé de parler de ces personnes. Mais ce n'est pas fait, je l'ai dit, à dessein pour briser des personnes choisies individuellement pour telle ou telle raison. Non, tout ce que nous faisons, tant qu'il y a de l'intérêt public derrière, tout le reste ne nous intéresse pas. Alors, est-ce que ce n'est pas finalement pour vendre que vous avez opté pour cette ligne-là? Non, mais dans tous les cas, c'est une entreprise de presse à vocation à faire du bénéfice. Hein. Voilà, on n'a pas quand même fait vœu de pauvreté, on cherche de l'argent aussi. Et donc, si des dossiers que nous sortons intéressent les Ivoiriens, évidemment, ils les achètent. Mais ce n'est pas tous les jours aussi qu'on a des scoops, ou bien qu'on a des grands dossiers qui intéressent les Ivoiriens. Il y a des jours aussi où les papiers ne marchent pas. Mais bon, dans tous les cas, c'est les journalistes qui travaillent, ils doivent être payés. Et donc, nous travaillons aussi pour gagner de l'argent. Alors, nous avons interrogé les Ivoiriens. Ils nous ont dit, par exemple, madame, écoutez, il y a un fait dans l'éléphant déchaîné qui nous chiffonne quelque peu. Il y a la méthode. C'est-à-dire qu'il y a d'autres méthodes plus délicates, plus subtiles, moins engagées, mais qui peuvent se révéler très efficaces. Mais avec l'éléphant déchaîné, ce sont des éclats, ce sont des bouleversements. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Mais pourquoi les gens veulent qu'on fasse des omelettes sans casser les œufs? Il faut aller droit à la vérité. Est-ce que la vérité doit être matchée? Est-ce qu'il faille entourer ce qui est vrai par des subterfuges qui embrouillent la compréhension? Est-ce que nous avons des documents? Est-ce que ce que nous affirmons, est-ce que c'est prouvé? Si nous avons la preuve, on n'a plus à matcher. On va droit au but et on dit voilà ce qui s'est passé, voilà la preuve qui l'accompagne et le reste, c'est aux populations d'interpréter. Alors, comment ont réagi les personnes mises en cause dans vos enquêtes et puis bon, ces personnes-là à qui vous avez donné peut-être l'opportunité de s'expliquer? Bon, pour la plupart du temps, les gens ne prennent pas le temps de réagir quand on les approche. C'est après parution qu'elles sont estomaquées, qu'elles sont étonnées. Mais généralement, ce que nous publions est tellement documenté que les gens n'ont pas grand-chose à dire par derrière. Parce que pour se plaindre, c'est que quand il n'y a pas de preuves, vous pouvez vous plaindre, c'est-à-dire le tribunal comme vous voulez. Mais dès l'instant où il y a des preuves, dès l'instant où on peut tracer tout ce que nous avons fait,
Les gens, ils sont obligés de... Vous avez dit quelque chose d'intéressant dans votre réponse. Vous avez dit certaines personnes ne réagissent pas quand on les approche. Ça veut dire quoi? C'est quand la personne refuse de vous recevoir, quand peut-être elle refuse de faire ce que vous voulez ou bien de répondre des actes, voilà, que vous publiez. C'est cela? Il y a ce qu'on appelle le principe du contradictoire. Quand vous faites une enquête et que vos éléments vous conduisent à un individu qui occupe une fonction publique, vous êtes obligé, la loi vous oblige, la déontologie vous oblige à approcher la personne pour avoir sa version des faits. Mais quand vous approchez la personne par courrier, par n'importe quel mécanisme d'approche, elle doit s'expliquer. Dans le sens où la fonction qu'elle occupe est une fonction publique, elle est obligée de s'expliquer aux Ivoiriens sur les faits qu'on lui reproche. Alors les Ivoiriens disent que ça s'apparente à du chantage quand même. Ah non, vous avez des informations sur une personne, vous approchez la personne, vous dites, écoutez, monsieur ou madame X, nous avons telle information vous concernant. Si vous ne réagissez pas comme, je ne sais pas, comme on entend, voilà, on va publier. Est-ce que ce n'est pas du chantage finalement? Ce que l'éléphant de Chénet fait, vous allez voir dans toute la presse ivoirienne, on peut témoigner de cela. Toutes nos démarches sont tracées. C'est des courriers physiques, c'est des emails. Et donc, la personne qui a approché a un document écrit en main, dans lequel nous avons posé des questions. Il n'y a pas de menace dedans. Nous disons que la loi nous oblige à vous approcher pour avoir une version des faits. C'est ce qu'on appelle le contradictoire. Avant de condamner quelqu'un, il faut le laisser s'exprimer. Donc, nous l'approchons, elle doit s'exprimer. S'il ne s'exprime pas, nous prenons acte de son refus de s'exprimer. Et puis nous publions. Ce n'est pas une menace en tant que telle contre la personne qui est concernée par le dossier. Voilà, il n'y a pas de chantage, il n'y a rien dedans. Voilà. D'accord. Alors, dans les grandes démocraties, on a constaté que quand on est mêlé à une affaire de corruption, une affaire de fraude, tout cela, on démissionne. Mais sous les tropiques, l'impunité est difficile à briser. Alors, comment vous vous sentez face à cette situation? Vous avez, dans vos parutions, certaines personnes ont été mises en cause et tout cela, mais des enquêtes ont été, je vais dire, ouvertes, même pas de procès, il n'y a pas de suite. Comment vous vous sentez dans ce cas-là? Non, nous ne faisons pas de confusion dans notre travail. Nous sommes des journalistes. Notre rôle, c'est d'enquêter, c'est de révéler. C'est comme, en fait, il y a une formule qui résume ça. Nous levons le lièvre, et c'est aux populations, c'est aux autorités de l'attraper. Quand nous révélons, c'est à la police, à la gendarmerie, c'est aux magistrats de faire leur enquête. C'est à eux de dire qui est coupable ou qui n'est pas coupable. Nous, on n'a pas ce pouvoir-là. Nous révélons, et puis le reste, c'est l'autorité qui fait. Maintenant, si pas derrière, il n'y a rien, nous, on n'a plus autre chose à faire. Mais est-ce qu'il n'y a pas une certaine lassitude par rapport à ces enquêtes qui n'aboutissent pas, par rapport à des choses? Est-ce que vous, en tant que, je vais dire, journaliste d'investigation, vous ne voulez pas aller plus loin? Non, mais on va plus loin. Il n'y a pas une lassitude. On sait que souvent le contexte est tel que les choses n'avancent pas. Mais parfois aussi, ça avance. Vous avez vu le décès sur le guichet unique automobile. Ça a été un grand scandale. Au moment où je vous parle, des gens sont en prison. Et donc, parfois, il y a une réaction. Ça dépend de l'ampleur de la révélation. Voilà, souvent les autorités réagissent. D'accord, oui. Justement, on sait que les autorités réagissent. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, eu égard à votre expérience, à vos expériences, vos nombreuses expériences dans le domaine de l'investigation, est-ce que la liberté de la presse est-elle réelle en Côte d'Ivoire? En tout cas, l'éléphant déchaîné, nous sommes en toute latitude, en toute liberté dans l'exercice de nos fonctions. Personne ne nous interdit d'écrire ce que nous voulons écrire. C'est vrai que souvent il y a des menaces, il y a des interpellations, mais ça reste dans un cadre. Et donc, nous continuons à faire notre boulot sans tenir compte de tout ça. Il y a des interpellations. Ouais. Alors, justement, le travail de journaliste d'investigation nécessite beaucoup de travail. Il est souvent pratiqué dans un contexte assez complexe. Assez complexe. Alors, comme ça, M. Timoko Saleh, vous avez écrit dans un article des Espérances, que vous avez titré des Espérances, vous avez dit « Heureux ceux qui ne savent pas et qui mènent leur petite vie tranquille et paisible. » Vous ne savez pas la chance que vous avez. Vous êtes fatigué, vous êtes donc désabusé par tout cela. Alors vous êtes lancé dans la politique. Est-ce là la solution finalement? Non, je ne suis pas désabusé. Ce n'est pas ça qui m'a conduit à la politique. C'était une réflexion que j'avais faite à la suite d'un dossier sur lequel j'avais travaillé et qui m'avait révélé combien de fois il y avait beaucoup d'inconscience dans la fonction publique. Combien de fois les gens ne prenaient pas conscience de ce que les ressources publiques doivent être gérées pour tout le monde et que personne ne doit s'accaparer ces ressources-là. Et alors, souvent, quand on sait ça, qu'on écrit et que par derrière, il n'y a pas vraiment de réaction, parfois on est un peu malheureux. Mais journaliste d'investigation, voilà. Homme politique, bon, on veut bien savoir. C'est un métier qui conduit à tout quand même, le métier de journaliste. Est-ce que la politique, c'est la solution finalement? Non, mais je ne suis pas en train de faire la politique. J'ai estimé à un moment donné que dans la ville où je suis né,
il y avait matière à faire les choses autrement. Hein, la gouvernance, il fallait la faire autrement. J'ai estimé qu'il fallait que je me mette au service de ma population et que j'essaie de mettre à leur disposition les petits ressources dans la commune pour que le minimum leur soit offert. Voilà pourquoi je suis arrivé à ça. Alors les Ivoiriens veulent savoir quelque chose qui est vraiment très important à mon avis. C'est est-ce que la politique et votre vision des choses, hein, vous sortez les gros dossiers, vous déballez tout et tout cela. Est-ce que cette politique-là, avec votre vision, est-ce que ces deux peuvent faire bon ménage? Il n'y a pas d'incompatibilité entre ces deux choses-là. Vous savez que moi, je laisse l'attitude à ceux qui vont à des confrères. Je fais aussi des enquêtes sur ce que je fais comme maire à Tessalé là-bas. Et donc, c'est parce que je suis devenu maire aujourd'hui à Tessalé que j'abandonne le métier de journaliste. Mais attendez, je vais continuer à faire mon travail de journaliste. S'il vous plaît, on ne va pas rêver là. Nous sommes sous les tropiques. On sait très bien comment se passe la politique dans nos villes et communes. On sait comment. Alors donc, vous, on sait qu'il y a par moments des situations très difficiles où on est obligé de peut-être mettre de côté peut-être une certaine vision des choses. Alors, comment vous allez vous y prendre? Non, il ne faut pas faire de confusion. C'est une question de génération. Une génération à gouverner, elle est un peu à la fin de son cycle. Une autre génération arrive. C'est avec une nouvelle vision. On n'est pas là pour venir tomber dans les compromissions. On est venu pour travailler pour la population. Et donc, s'il y a des situations qui sont telles qu'on ne peut pas travailler, il n'y a pas de raison à briser sa vie pour ça. Voilà. Est-ce que la politique ne va pas vous museler? Est-ce que la politique ne va pas vous lier les mains? Est-ce que vous serez libre de travailler? Ça dépend de l'environnement dans lequel on évolue. Si vous êtes dans les partis politiques, évidemment, vous êtes astreint à un certain comportement. Mais là, vous êtes vraiment indépendant, il n'y a pas de risque que vous soyez muselé, puisque vous ne vous laisserez jamais acheter. Vous ne vous laisserez jamais acheter? Non. Pas Timoko Sali ne se laissera jamais acheter? Non, je ne ferai pas acheter. Et pourquoi? Mais parce qu'on n'a plus besoin de ça. Il faut que les politiciens soient au service de la population, que de se mettre là pour s'enrichir sur le dos de la population. Alors vous pensez que cette position que vous avez là peut changer grand-chose? Mais ça va changer grand-chose. Parce qu'à Tessalé, quand même, on a réussi à gagner. Voilà, les populations nous ont voté. Ça veut dire qu'on leur a montré une nouvelle façon de faire les choses et qu'elles croient à ça. Et donc, c'est un espoir qu'on a créé qu'il ne faut pas décevoir. Pour rien au monde, en tout cas. Mais vous-même, vous êtes déjà déçu. Vous avez dit que des fois, par rapport au sujet que vous déballez et tout ça, vous êtes déjà déçu. Alors si, à votre niveau, avec tout ce que vous savez, cela vous froisse, alors comment les populations vont-elles réagir? Non, mais ça dépend de l'environnement dans lequel on évolue. Je vous ai dit que tout est aussi lié à un passé. Hein. Si vous avez un passé qui est propre, votre avenir aussi peut être propre. Et donc, dans cette affaire-là, tout ce qui nous intéresse, c'est de nous mettre au service des populations. Et donc, c'est dans ce cas-là seulement qu'on va évoluer. Il n'y a pas une autre façon de faire les choses qu'on va faire dans cette ville-là. Alors, nous avons également fait des recherches. Nous savons qu'en Afrique de l'Ouest, il y a ce journalisme d'investigation qui est vraiment présent maintenant et tout ça, avec le cas au Ghana de Anas Aremerao. Voilà, Aremerao, je ne sais pas si je prononce bien son nom. Alors, donc, vous, comment l'éléphant déchaîné se situe à ce niveau-là, avec ce qui se passe au Ghana voisin? Parce que là, il use de moyens plus violents, par des infiltrations, par des caméras cachées et tout cela. Alors, comment l'éléphant déchaîné se situe par rapport à ce niveau d'investigation? Nous connaissons sa méthode, on n'est pas forcément d'accord avec ça, mais c'est une méthode aussi qui peut s'avérer efficace. L'essentiel est d'avoir les preuves de ce qu'on affirme. La méthode peut être un peu brutale, nous prenons un peu la méthode douce, lui il a son créneau à lui, il a des résultats et c'est le plus important. Est-ce qu'il arrive à démontrer ce qu'il veut démontrer? Pour nous, c'est ça le plus important. Pour le reste, finalement, il se substitue à la police, hein, ou bien encore aux forces de l'ordre. Ça, ce n'est pas le travail du journaliste. Non, il ne s'est pas substitué. Il a apporté les preuves qu'il y a eu corruption. C'est à l'État, c'est aux autorités, c'est à la police de prendre le relais. Lui n'est pas allé arrêter les gens. Il a démontré qu'ils sont dans un système de corruption, c'est tout. Voilà. Et nous, à l'éléphant déchaîné, c'est la même chose qu'on fait, mais avec des moyens plus doux. Voilà, avec des courriers, avec souvent des infiltrations aussi. Hein, parce qu'on arrive aussi à envoyer des journalistes pour aller enquêter sur le terrain. D'accord, vous avez dit tantôt que vous avez été menacé. Hein, quand vous avez sorti de grands dossiers, vous avez été menacé. Alors, expliquez-nous un peu comment ça s'est passé. Non, vous savez, on est dans un environnement qui peut être souvent dangereux. Il y a de grands dossiers qui peuvent briser des carrières. Hein, voilà. Et souvent, les gens n'acceptent pas qu'on veuille révéler. Et donc, par conséquent, ça peut être des menaces par écrit, des menaces par téléphone, et voire même des descentes à la rédaction, hein, pour cambrioler, pour voler les choses. Et vous savez qu'en juillet 2016, on a été attaqué physiquement
alors qu'on faisait une enquête sur la filière NACAD. Et donc, Dieu merci, comme on dit, on y a échappé. Mais ça ne nous a pas empêché de continuer à faire le travail. C'est vrai, les menaces sont permanentes. Mais nous nous disons que tant que nous allons rester dans le créneau qui est le nôtre, à savoir ne pas écrire pour nuire aux gens, mais uniquement pour dire une vérité qui appartient, qui intéresse les Ivoiriens. À partir de ce moment-là, je pense que... Alors, juste pour finir, quelles sont vos perspectives? Les perspectives sont nombreuses. D'abord au niveau du journal, je vais faire en sorte qu'il soit l'un des grands journaux d'investigation en Afrique de l'Ouest. Et donc, le travail continue. Nous sommes en train de chercher à renforcer la rédaction, puisque maintenant, le premier responsable a d'autres responsabilités aussi au niveau de sa commune. Et donc, on veut faire grandir le journal. Et puis, maintenant, au niveau de la commune, c'est essayer d'apporter un peu de changement aux populations qui nous ont fait confiance. Pour que dans 5 ans, elles puissent dire on a fait un petit parcours et que les choses vont changer aussi. Bien, donc voilà. Apporter le changement aux populations. Antoine Timoko Assalé, merci d'être venu à Instant Vérité. Merci pour vos éclairages et les plaisirs et aussi les risques qui s'intègrent parfois si dangereusement dans le métier de journaliste d'investigation. C'est la fin de Instant Vérité. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous dans Matin Bonheur, mais tout de suite, la publicité. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour encore à ceux qui nous prennent en marche. Évoquons tout d'abord la première édition du Sommet international de l'innovation en ville médiane. Cette première édition s'est ouverte ce week-end. Une plateforme qui réunit les start-up et les entreprises dans le domaine de l'innovation. La rencontre a réuni 11 pays dont la Côte d'Ivoire qui représente le continent africain à l'ouverture. La France s'est engagée aux côtés de notre pays pour la modernisation de son administration. C'est ce que nous dit notre envoyé spécial sur place, Mamadou Kwasi. Un box médical pour des autoconsultations, des drones de sécurité et de santé, une plateforme d'interopérabilité à base de logiciels libres. Nous sommes à 9h pour la première édition du Sommet international de l'innovation en ville médiane. Plusieurs start-up et entreprises du Québec, de l'Israël, de l'Arménie, du Portugal et de la France ont fait le déplacement pour présenter leur savoir-faire en termes d'innovation. Pour cette première édition, il s'agit de redynamiser les compétences pour les mettre au service des collectivités, mais aussi des administrations. L'innovation et les concepts de ville et de territoire intelligents sont les chances de réinvention de nos villes médianes et les moyens de les redynamiser et de leur redonner de l'attractivité. La Côte d'Ivoire, à l'image de plusieurs pays invités, est représentée par la ministre de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public. Le docteur Raymond Goudou Kofi a saisi l'occasion pour présenter les efforts de la Côte d'Ivoire dans cette nouvelle dynamique de développement. Pour pouvoir avancer, il faut s'inspirer des expériences des uns et des autres. Et on parle de ville médiane, c'est vrai, je ne suis pas maire, mais vous voyez, tout ce que nous avons vu ici s'applique automatiquement même à chaque département ministériel. Et nous pensons pouvoir vraiment capitaliser là-dessus pour permettre à notre département ministériel de très vite se développer, de se mettre au service du citoyen et puis en même temps de permettre au gouvernement ivoirien d'accéder à une forme plus dynamique, n'est-ce pas, de son administration. Ces efforts seront appuyés par la France qui s'engage à renforcer sa coopération avec la Côte d'Ivoire dans le domaine de la modernisation de l'administration. Très important parce que quand on modernise l'administration, on change la façon de respecter les citoyens. Mieux on modernise, plus on est sain, plus on sécurise, plus on rend accessible, plus on donne à chaque citoyen la capacité de mieux être servi par son État. En France, ça fait près de 15 ans qu'on est dans un grand processus de transformation. Nous réfléchissions à comment, avec toute cette expérience que nous avons eue, comment on peut échanger sur les expériences qu'on a eues. Le Sommet international de l'innovation en ville médiane, CIVIM 2018, réunit 11 pays participants et 5 délégations ministérielles. Ces 3 jours de rencontres seront meublés de découvertes technologiques, de panels et de conférences, avec à la clé l'inauguration de l'incubateur de la ville de Nevers. Le monde dans lequel nous vivons est fragilisé par le retour des passions tristes, le nationalisme, le racisme, l'antisémitisme. C'est le constat que dresse Emmanuel Macron en ouverture du Forum international sur la paix. Ce forum qui réunit à Paris plusieurs dizaines de dirigeants mondiaux a vocation à se reproduire chaque année, selon donc le président français. Je vous propose de l'écouter. Le monde dans lequel nous vivons est fragilisé par des crises.
qui déstabilisent nos sociétés, la crise économique, écologique, climatique, le défi migratoire. Nous sommes fragilisés par la résurgence de menaces capables de frapper à tout moment, le terrorisme, la prolifération chimique ou nucléaire, la cybercriminalité. Et nous sommes fragilisés par les retours des passions tristes, le nationalisme, le racisme, l'antisémitisme, l'extrémisme, qui remettent en cause cet horizon que nos peuples attendent. C'est pourquoi nous avons voulu organiser ce forum de Paris sur la paix, qui a vocation à se reproduire chaque année. En bref et en images, les pays membres de l'OPEP et non membres du cartel se sont réunis à Abu Dhabi, réunion au cours de laquelle des recommandations devraient être émises avant une réunion plénière de l'OPEP prévue en décembre prochain. L'évolution de la production de pétrole était en question. L'accord de réduction de la production d'or noir n'est pas respecté par tous les pays. Une hausse de la production provoquant donc un effondrement des prix du pétrole. Les incendies qui ravagent la Californie ont tué 31 personnes, dont 29 pour le seul Camp Fire au nord de l'État, soit le bilan le plus meurtrier dans cet État pour un incendie depuis 1933. Samedi soir, 177 bâtiments avaient été détruits et 33 700 hectares de forêt étaient réduits en cendres. L'incendie n'était maîtrisé qu'à 10%. L'incendie a détruit plus de 6 700 habitations et commerces à Paradise, une ville de 26 000 habitants, ce qui est sans précédent en Californie. Les flammes ont parcouru 45 000 hectares et se trouvaient dimanche aux portes de la forêt nationale de Plumas. Les pompiers ont dit maîtriser l'incendie à seulement 25%. Le Brésil également compte ses morts. La localité brésilienne de Niterói, près de Rio de Janeiro, déplorait 10 morts suite à un glissement de terrain survenu samedi après de fortes pluies. 4 autres personnes sont portées disparues. 9 maisons et un restaurant ont été détruits à l'aube de samedi par la chute d'un pan de colline. Les pompiers et la police militaire de Rio de Janeiro, qui ont déployé au total quelques 200 personnes sur le site de glissement de terrain, ont travaillé toute la journée pour tenter de retrouver des survivants dans les décombres. Et c'est la fin pour ce matin. Merci beaucoup Hamza, mais ce n'est pas la fin pour la journée. Non, 10h, 13h. D'accord, et pour bifurquer sur notre sujet, vous serez en congé cette année quand? Ou c'est pas cette année? On n'a pas de congé. Prenez jamais de congé 2019. Prenez jamais de congé, vous? Si, j'en ai pris par rapport à ce qui s'est passé récemment en octobre. Ah, d'accord. Donc vous prenez des congés par rapport... Vous êtes bien, vous avez le choix même par rapport à ce qui se passe, vous prenez des congés. Non, quelle chance il a, monsieur Diaby. Quand mon corps réclame un peu de repos. Ah, d'accord. C'est bien. C'est bien de savoir lire les besoins du corps. Quand on fait un marathon, des fois, on a besoin de pause. Merci beaucoup, Hamza. Très bonne journée à vous. Ben oui. Et vous, Marco, nous, les congés, c'est pas pour maintenant. Hein. 28 juin, ça, c'est dans les esprits. 28 juin, c'est la date de l'arrêt de la saison. Mais tout ceci pour vous dire qu'aujourd'hui, nous parlerons des congés, des absences en milieu, on va dire, professionnel. Il y en a qui abusent. Hein. Ah oui, franchement, l'absentéisme, franchement, il y en a d'autres qui sont champions là-dedans. Alors, on va savoir comment réguler ceci avec notre consultant qui va s'installer maintenant. Mais avant, la capsule. Les mois les plus sollicités pour les congés sont généralement pris en fonction du calendrier des congés scolaires et des périodes de fête. Nous prenons ces vacances-là dans le mois d'août personnellement pour moi, parce que c'est la période aussi pour passer du temps avec les enfants qui sont en vacances. Comme nous sommes au niveau de la communication, c'est une période par rapport à l'année académique. Nous essayons de voir un peu en quel moment il n'y a pas trop de travail. Pendant les vacances, il y a les responsables et les professeurs qui sont absents. Or, nous, au niveau de la communication, c'est pendant les vacances également, après les examens, les parents également profitent, les parents d'élèves, les parents d'étudiants profitent de la période pour passer prendre les différentes informations, pour cibler les écoles dans lesquelles ils veulent inscrire leurs enfants. Donc nous, au niveau de notre service, nous ne pouvons pas nous absenter au même moment que nos enseignants. Donc voilà un peu avec le responsable des ressources humaines, nous essayons de trouver vraiment le juste milieu pour que chacun puisse bénéficier de cette période qui est vraiment agréable. En fin d'année, il y a des entreprises qui sont dans des situations de pic d'activité, comme les entreprises commerciales.
Donc, il y a forcément besoin de leurs collaborateurs. Souvent, c'est là qu'il y en a beaucoup de négociations, parce que certains veulent profiter des congés de fin d'année pour aller voir la famille, qui sont souvent très éloignés. Et en même temps, cela coïncide également des activités importantes au niveau des activités commerciales d'entreprise. Donc souvent, on a ces difficultés, et c'est là que nous jouons le rôle des négociateurs, de médiateurs dans l'échange avec la hiérarchie et les collaborateurs. Le congé annuel est un droit accordé à tous les salariés sous contrat de travail de droit privé à un employeur. Il concerne aussi bien les employés que les personnes qui sont en formation professionnelle. Les jours de congé annuel sont déterminés en fonction de la durée de travail hebdomadaire. Dans le domaine des ressources humaines, nous encourageons les collaborateurs à prendre des congés. Ce qui est nécessaire pour ce dernier, qui impérativement doit nécessairement se reposer. 12 mois d'activité continue et régulière nécessairement nécessitent un repos pour le corps qui en a besoin. Aussi bien sur le côté psychique pour tous ceux qui sont à des postes de responsabilité importants, et le côté physique pour tous ceux qui, étant employés ouvriers, exercent une activité énorme, physiquement parlant, au niveau de leur poste de travail. Donc il va sans dire qu'à un moment donné, le corps ne pouvant plus supporter ces charges de travail, a besoin systématiquement de prendre du repos. En ce sens que les législateurs ont favorisé justement la prise des congés et le rendu obligatoire. Une absence injustifiée autorise-t-elle systématiquement un licenciement? Alors les absences maladie, le salarié qui contracte une maladie, on dirait une simple maladie, et qui se rend à l'hôpital, il vient déposer à l'entreprise un document ou un rapport médical qui atteste de sa maladie, et par conséquent de l'arrêt de travail dû à la maladie. Une fois qu'un salarié en entreprise qui s'absente à des horaires de travail et qui ne justifie pas cette absence, il est clair que cela est considéré comme une absence injustifiée, et les premières sanctions qui vont tomber sera clairement la retenue salariale. Et si ce comportement persiste, il est clair que le collaborateur risque de se faire licencier pour faute lourde. Le droit pour un salarié de prendre effectivement son congé s'ouvre après une durée de service effectif égale à 1 an. Retour sur le plateau, mesdames et messieurs, il est 7h10. Nous sommes communément dans ce qu'on appelle le money time de cette émission. Dernière ligne droite. Alors, gestion des congés. Voilà, on sait que les Ivoiriens, à un moment, disaient qu'on était champion du monde des RTT. Bah, je ne sais pas, on va savoir ce que ça retourne. On va parler des absences, des congés annuels, des maladies, des congés maternité, des congés de formation et de mise en disponibilité, parce que c'est très souvent de mise. Pour commencer, on va voir les bases. Alors, monsieur... notre représentant, c'est monsieur... Kofi Herman. Monsieur Kofi Herman, il est directeur des ressources humaines d'une... Sous-directeur, pardon, c'est une prophétie. Sous-directeur des ressources humaines d'une très grande entreprise de la place qu'on ne va bien évidemment pas citer. Et il est très à l'aise parce que dans 2 semaines, lui-même, il va en congé. Donc, imaginez qu'il est très à l'aise pour nous parler de congé. Alors, monsieur Kofi, c'est quoi une absence? On va commencer comme ça. Ok, merci beaucoup. Effectivement, l'absence, c'est le fait pour quelqu'un de ne pas être là où on l'attend. L'absence au travail, c'est la non-présence du travailleur sur le lieu de travail, sur son lieu de travail notamment. À la différence du congé, qui est une permission de s'absenter. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le congé est un sous-ensemble de la grande famille absence. Voilà. Donc vous pouvez avoir une absence pour congé annuel, vous pouvez avoir une absence pour congé de maternité, vous pouvez avoir une absence pour congé de formation. Donc, pour mise en disponibilité. Effectivement, c'est ça. Voilà. D'accord. Pour mise en disponibilité. On a entamé les différents types d'absences. Effectivement. Alors, on va parler des conséquences des absences pour le travailleur. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que les absences peuvent avoir plusieurs conséquences pour le travailleur. Ces conséquences peuvent partir du maintien du salaire du travailleur et même à la sanction du travailleur. Voilà. Donc, on a 4 types d'absences. Il y a les absences qui sont liées à l'exécution du contrat de travail. Il y a les absences qui sont liées à la santé et aux événements familiaux. Et nous avons les absences pour convenances personnelles et autres événements. Et enfin, nous avons les absences liées aux activités des représentants du personnel, notamment les syndicalistes et les délégués du personnel. Alors, quand nous parlons d'absences liées au contrat de travail, nous parlons de congés annuels. Nous parlons des absences pour les visites médicales obligatoires. Voilà ces différentes absences. Alors, quand nous parlons, par exemple, des absences liées aux événements familiaux,
vous pouvez, dans le cadre de la naissance de votre enfant, vous pouvez solliciter auprès de votre employeur une absence pour pouvoir, pour ces événements-là, mariage, pour un décès. Et ces absences-là partent de 1 à 5 jours, les minima de 1 à 5 jours, et sont limitées dans l'année à 10 jours ouvrables. Au-delà de ces 10 jours, il y a une rétention de salaire. Cette absence n'est plus rémunérée par l'employeur. Voilà. Elle est justifiée, mais elle n'est pas rémunérée par l'employeur. Voilà. À côté de cela, nous avons les absences injustifiées aussi, qui sont sans solde. Voilà. D'accord. Ça, on a vu donc c'est quoi une absence, les différents types d'absence, les conséquences. Maintenant, on peut aller maintenant dans le congé annuel. Ça, c'est très attendu par tout salarié. Suivez mon regard. Okay. Alors, c'est quoi un congé? C'est quoi un congé d'abord, pour qu'il soit annuel ou pas? C'est quoi un congé? OK. Alors, le congé d'abord, c'est la permission, comme je le disais tout à l'heure, de s'absenter, de quitter son service ou de quitter un emploi ou son travail. Voilà. À côté de ça, vous avez parlé de congé annuel. Comment bénéficier d'un congé annuel? Pour pouvoir bénéficier du congé annuel, il faut pouvoir justifier de 1 an de présence au sein de votre organisation. Voilà. À partir de ce moment-là, vous pouvez bénéficier d'un congé annuel. En Côte d'Ivoire, en la matière, le congé payé est de 25 jours, comme en France. Voilà. Hormis les différentes majorations qui peuvent être liées à l'ancienneté, qui peuvent être liées, par exemple, au fait que vous soyez une femme, et ainsi de suite. Voilà. Alors, à quelles conditions peut-on jouir de son congé payé? Payé, c'est important. Alors, comme je le disais, il faut d'abord, dans un premier temps, pouvoir justifier d'1 an de travail au sein de votre organisation. À partir du moment où vous justifiez d'1 an de travail au sein de votre organisation, l'employeur est en droit de vous accorder un congé payé. Voilà. Alors, pourquoi 1 an? Et puis, pendant combien de temps on peut reporter son congé annuel? On s'est basé sur quoi pour que ce soit 1 an? Alors, je pense que ça doit être des chercheurs qui ont sans doute, après des études, ont estimé qu'après 1 an de travail, il serait convenable pour le travailleur de pouvoir se reposer. Vous voyez, le congé est comme ce que la vidange est pour une voiture. Voilà. Si vous ne faites pas la vidange, c'est sûr, voilà, je vais illustrer un peu. Si vous ne faites pas la vidange, c'est sûr que le véhicule, un matin, il va vous laisser en route. C'est pareil pour les congés annuels qui sont une obligation. Et dans nos entreprises, nous encourageons les travailleurs à prendre ces congés. Mais comment on peut le reporter? Combien de temps, moi, je peux décider, par exemple, de reporter mon congé? D'autant que, d'ailleurs, nous, on n'a pas le choix. Alors, ce qu'il faut retenir sur les reports de congés, on attend souvent dire ici, il y a des gens depuis 5 ans, depuis 3 ans qui n'ont pas pris des congés. Alors, le congé, c'est... On a des gens même qui n'ont jamais pris de congé depuis qu'ils travaillent. Effectivement. Le congé, c'est une disposition d'ordre public. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le congé s'impose à toute organisation. C'est-à-dire si vous ne mettez pas vos travailleurs en congé, aucun accord entre l'employeur et le travailleur ne peut déroger à la disposition de mise en congé des agents. Voilà, c'est une obligation. Donc, ce qui veut dire que le report ne peut excéder 1 an. Voilà. Peut-on bénéficier de l'allocation congé et ne pas parler effectivement, on va dire, ne pas partir, effectivement au congé? C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est une disposition d'ordre public. Vous ne pouvez pas bénéficier de l'allocation congé et ne pas aller en congé. À partir du moment où on vous donne l'allocation congé, vous êtes en droit de prendre des congés. Mais si vous êtes maintenu pour une raison quelconque, c'est un autre cas. Si vous êtes maintenu pour nécessité de service, vous revenez. Mais dans ce cas d'espèce, quand vous êtes maintenu pour nécessité de service, vous gardez l'intégralité de l'allocation congé qui vous a été déjà versée par l'employeur. Ensuite de ça, dès que vous reprenez, dès votre reprise, l'employeur va vous rémunérer pour le travail que vous avez fait. Et vos congés perdus, le solde de vos congés perdus seront reportés sur le congé suivant. Voilà. Par exemple, est-ce qu'un travailleur, je suis sûr que vous avez abordé ça parce qu'il est fort, il anticipe tout ça. Oui. Est-ce qu'un travailleur qui n'a pas pris son congé pendant plusieurs années peut réclamer à son employeur une indemnité correspondante? Ce qu'il faut regarder, pourquoi est-ce que le travailleur n'a pas pris son congé? Il faut comprendre ça en fait. Voilà. Parce qu'en la matière... S'il est toujours retenu par l'employeur, ben oui, il y a des patrons qui n'aiment pas, il y a des pions clés entre guillemets qui... Ah non, non, ne va pas, il va vous prendre au sentiment. Et vous restez, vous dites que voilà... Il y a des événements même qui font que l'on se maintient au travail. La particularité du secteur dans lequel vous évoluez. Exactement. Effectivement, mais en la matière, le législateur a pris assez de dispositions pour qu'un travailleur puisse prendre ses congés. Et je pense qu'il serait même bénéfique pour l'organisation que le travailleur prenne ses congés. Vous voyez, quelqu'un qui ne part pas en congé pendant 2 ans, 3 ans, il y a beaucoup de conséquences. Il y a une baisse de performance, il y a des risques de maladie, il y a des risques de stress au travail. Et il y a aussi ce qu'on appelle des risques de burn-out. Voilà. Alors, quels sont les droits mensuels de congé acquis pour le travailleur?
Alors, pour le travailleur, après un mois de travail effectif, il a droit à 2,2 jours en Côte d'Ivoire. Le virgule 2 qui est dessus. On ne peut pas mettre 3 en même temps. Alors, dans le calcul des congés payés, on arrondit au chiffre supérieur. D'accord, donc 3. Voilà, si vous avez 29,2 jours calendaires, on arrondit à 30 jours calendaires, en fait. Voilà. Alors, là, on va aller maintenant dans le cas de maladie et accidents non professionnels. Là, c'est très important de préciser. Maladie et accidents non professionnels. Quelle est la situation du contrat de travail lors d'une maladie ou accident non professionnel? Alors, lors d'une maladie ou accident non professionnel, le contrat de travail est suspendu. Alors, il est suspendu dans la limite de 6 mois pour un travailleur qui a une ancienneté inférieure à 5 ans. Il est suspendu dans la limite de 8 mois pour un travailleur qui a une ancienneté entre 5 et 20 ans et de 12 mois pour un travailleur qui a une ancienneté au-delà de 20 ans. Mais ce qui est le plus important, au-delà de la suspension va entraîner aussi... Il faut se poser la question de savoir, est-ce qu'on maintient la rémunération du collaborateur ou du travailleur? Alors, en l'espèce, la rémunération l'indemnisation qui est donnée au travailleur lorsqu'il s'agit d'un accident non professionnel est payée dans la limite du préavis. Voilà, que la loi nous donne. Et le préavis peut aller de 1 à 4 mois en fonction de votre collège, selon la réglementation. Voilà. Donc vous pouvez bénéficier, quand vous avez un accident ou une maladie non professionnelle, d'une rémunération de maximum 4 mois au cours de l'année. Alors que faut-il faire pour la personne concernée lorsqu'on a un accident ou une maladie non professionnelle? Alors, ce qui est conseillé, dès que vous avez une maladie professionnelle, il faut informer votre... Non professionnelle, il faut informer votre employeur. C'est quoi déjà une maladie non... Un exemple? Alors, c'est une maladie qui n'est pas liée à votre activité professionnelle, tout simplement. Pas un accident de travail. Voilà, pas un accident de travail, pas un accident de trajet non plus. Donc, c'est lié peut-être à la vie de tous les jours. Vous avez une maladie comme ça ou un accident. Est-ce que le travailleur, d'ailleurs, est rémunéré pendant cette période? Oui, effectivement, comme je disais tout à l'heure, le travailleur est rémunéré, mais dans une limite, en fait, du préavis. Laquelle? Le préavis peut partir de 1 à 4 mois, en fonction de votre collège, de votre ancienneté, en fait. Voilà. D'accord. Maintenant, on va aborder les maladies et accidents professionnels. Okay. Quelle est la situation du contrat de travail lorsque la maladie intervient en milieu professionnel ou l'accident? À contrario du maladie ou accident non professionnel, ici, nous avons le contrat de travail qui est suspendu jusqu'à la consolidation de la blessure du travailleur en question. Et à partir de là, vous allez me poser la question de savoir qui rémunère le travailleur. Et vous voyez que... Comment il est rémunéré? Comment il est rémunéré? Alors, au cours de sa carrière, vous cotisez pour les accidents de travail, les maladies professionnelles et autres. Donc, l'institution de prévoyance sociale va prendre le relais et va rémunérer le travailleur jusqu'à la consolidation et à sa réintégration. Voilà. Voilà, on aborde un autre pan, et surtout beaucoup de personnes qui nous regardent sont concernées, que ce soit les couples ou les femmes, tout simplement, le fameux congé de maternité. Mais ce qui me choque, moi, homme, quand je vois, vous n'avez même pas mentionné dans cette émission le congé de paternité. En plus, c'est un homme qui intervient. Enfin, merci pour la solidarité. Alors, le congé de maternité, selon l'article 23.11 du Code du travail, quelle est la durée possible d'un congé de maternité? Dites-nous tout, parce qu'il y a trop de choses qui se disent. Merci, Marcel. Mais avant, il y a un congé de paternité qui est évidemment lié aux événements familiaux. Il n'est pas mentionné. Il est lié aux événements familiaux, en fait. C'est-à-dire naissance de votre enfant, il y a une absence pour ça. Donc, vous pouvez prendre ce congé-là. En fait. La maman, elle va donner Et on a droit à naissance. combien de jours, congé de paternité? Les congés partent, je pense, de 2 jours. Voilà. Paternité 2 jours? Oui, je pense. Moi, j'aimerais bien militer en sa faveur, parce que 2 jours pour soutenir des nuits qui ne sont pas faites, c'est pas évident. Pourquoi c'est 2 jours seulement? C'est le législateur vous ne voyez pas un peu qui d'injustice? Bah oui, hein. Là où on parle de gens, il faut vraiment soutenir. On a besoin de beaucoup de jours pour soutenir madame. Bien sûr, parce que surtout que la nuit, on ne dort pas du tout. Elle souffre, la pauvre, seule, après un accouchement. Alors, en France, vous avez la possibilité de prendre un congé de paternité. En France. Une période plus longue, en fait. Plus longue. Heureusement pour nous autres. On espère que le législateur va penser à ça. Eh oui. Bon, alors, je reviens donc au congé de maternité. La durée possible. La durée possible du congé de maternité, à minima, est de 98 jours. Voilà. 98 jours. Ça voilà. fait combien de mois déjà? Environ 3 mois. Voilà, ça fait 14 semaines. 14 semaines. Voilà, 14 semaines. Donc, ces 98 jours sont répartis. Voilà. Donc, vous avez 42 jours qui doivent être pris avant la date présumée de l'accouchement et on a 56 jours après l'accouchement. Ah, c'est précis ça. Mais toutefois, il peut y avoir des prolongations. Alors, si nous nous trouvons dans un cas où la femme qui a accouché est malade, le congé peut être prolongé de 21 jours.
Maximum. Oui, maximum. Si nous trouvons dans un deuxième cas oui. où c'est l'enfant qui est malade, le congé peut être prolongé de la durée de l'hospitalisation de l'enfant, mais dans un délai de 12 mois. Voilà. 12 mois. Voilà. D'accord. Je donne un exemple, ça dit si l'enfant est malade et il est hospitalisé pendant 6 mois, votre congé sera prolongé de 6 mois. Très bien. Wow. Et pendant ce temps, vous êtes payé. Oui, très bonne information. À 12 mois. Vous êtes payé par qui là pendant ce temps? Par la caisse. La Caisse nationale des préventions sociales. Ou la CGRAE pour les fonctionnaires. Il faudrait que votre employeur vous déclare et vérifie toutes ces choses à l'avance. En tout cas, de très bonnes informations pour les mamans qui vont peut-être s'apprêter à aller en congé de maternité. Congé de formation, selon l'article 1326 du Code du travail. Qu'est-ce qu'un congé de formation? Alors, le congé de formation a été introduit par le nouveau Code du travail de 2015. En fait, c'est un congé accordé aux travailleurs qui souhaiteraient faire une formation en dehors des formations planifiées par l'entreprise. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est du financement même du travailleur, c'est lui qui finance cette formation-là, et c'est à titre individuel. Voilà. Mais pour pouvoir bénéficier de ça, il faut avoir une ancienneté de l'entreprise de 36 mois. Voilà. Où il faut justifier d'un retour de congé de formation de 36 mois. Voilà. Alors, il y a formation et formation. Hein. Il y a formation tout court et puis il y a la formation syndicale. Effectivement. Voilà, vous savez qu'aujourd'hui, pour que le climat social soit bien dans une entreprise, il faut que les instances représentatives du personnel soient formées. Et c'est pour cela que le législateur a estimé qu'il faudrait accorder 21 jours par année pour la formation de ce personnel-là. Et on parle maintenant de la mise en disponibilité, aussi légiférée, article 16.8 du Code du travail. Qu'est-ce que c'est déjà ? Alors, la mise en disponibilité, c'est une demande, une autorisation que le travailleur peut demander à son employeur pour une convenance personnelle. Voilà, notamment quand on parle de convenance personnelle, dans le cas d'espèce ici, il y a l'allaitement suite à un congé de maternité, il y a l'assistance à un enfant physiquement diminué, il y a l'exercice d'un mandat parlementaire comme M. le maire tout à l'heure. Dans le burn-out aussi, oui. Oui, oui, si vous êtes physiquement diminué, voilà, vous pouvez assister votre enfant qui est physiquement diminué. Voilà. Il y a le congé de formation dont nous avons parlé tout à l'heure, qui est un cas de mise en disponibilité aussi. Et vous pouvez même demander un congé de formation pour élever votre enfant. Alors, quelle est la durée de la mise en disponibilité? Alors, la mise en disponibilité la durée de la mise en disponibilité est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Ah, dans toutes les entreprises, hein, voilà, 5 ans. C'est ça. Maximum 5 ans. Voilà, plafonné à 10 ans, renouvelable une seule fois, donc c'est un maximum de 10 ans en fait. Voilà. Vous pouvez demander une première fois, on vous accorde 5 ans, et on peut renouveler ça encore 5 ans, mais pas au-delà. Ça implique quoi? Excusez-moi. Quand on a une mise en disponibilité, on bénéficie de quoi au fait? C'est quoi? La mise en disponibilité suspend le contrat de travail sans rémunération. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Et ce temps d'absence-là ne rentre pas en ligne de compte dans le calcul des droits et de l'ancienneté. Voilà. D'accord. Alors, quels sont les différents motifs pour bénéficier d'une mise en disponibilité? On doit respecter à quoi? Alors, ça peut être un cas d'allaitement suite à un congé de maternité, comme je le disais tout à l'heure. Ça peut être pour assister un enfant physiquement diminué. Ça peut être un congé de formation. Mais c'est bien réglementé au niveau du travail, en fait. Voilà. Ou élever son enfant, comme je le disais tout à l'heure. Est-ce que, question d'un téléspectateur, est-ce que l'employeur qui a en son sein un élément, entre guillemets, un travailleur qui ne va jamais en congé peut être puni? Parce que celui qui ne va pas en congé peut avoir un harcèlement moral de son employeur. Oui. Parce que chaque fois qu'il veut aller, il ne va jamais lui dire « Non, tu ne dois pas aller. Non, tu peux aller, mais il y a une influence qui ne dit pas son nom. » Est-ce qu'on peut punir l'employeur pour ça? Alors, comme je le disais tantôt, en fait, la responsabilité de la mise en congé est du ressort de l'employeur. D'accord. Et le congé, comme je le disais, est une disposition d'ordre public qui est sanctionnable de façon pénale. Voilà. Donc, aucun employeur ne peut se déroger à la mise en congé de ses agents. Voilà. Et on a parlé de 12 mois pour pouvoir... Voilà. Il faut avoir une ancienneté de 12 mois pour pouvoir bénéficier d'un congé. D'accord. Donc, il faut respecter les 12 mois. Au-delà ou avant, ce n'est pas possible. Voilà. Il y a ce qu'on appelle la date anniversaire dans le congé. Après les 12 mois, votre date anniversaire arrive, vous devez partir. Les prochains 12 mois encore, c'est la date anniversaire, vous devez prendre vos congés. Mais vous pouvez, comme on le disait tout à l'heure, vous pouvez les reporter dans un délai d'1 an. C'est-à-dire qu'il faudra le prendre avant le prochain congé. Monsieur Kofi, vous qui êtes sous-directeur des ressources humaines dans une grande entreprise de la place, tout ça, tout ce qu'on vient de dire, c'est sur papier. Est-ce que dans la pratique, est-ce que c'est respecté dans nos entreprises?
Alors, effectivement, une entreprise citoyenne, soucieuse du bien-être de ces travailleurs qui sont ces personnes-là même qui lui permettent de faire des chiffres d'affaires, ces personnes-là même qui lui permettent de faire des bénéfices et d'être performant. Je pense qu'une entreprise responsable va effectivement mettre ses agents en congé. Et ne pas laisser partir ses agents en congé, c'est comme je le disais tout à l'heure, ne pas faire la vidange de sa voiture. Les conséquences, on les connaît tous. La voiture vous laisse en route et matin. Merci beaucoup. Et les gens qui ne veulent jamais aller en congé. C'est-à-dire que l'entreprise vous dit, ah, monsieur, vous devez aller en congé, mais lui ou bien elle s'entête, elle reste là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, comme je disais... On peut lui donner une demande d'explication pour refus d'aller en congé. L'employeur a la responsabilité de mettre en congé ses travailleurs. Le législateur lui a délégué cette responsabilité. Merci beaucoup, monsieur Herman Kofi. Alex, on le taquine un peu. Vous allez en congé dans 2 semaines. Oui. Vous êtes heureux, hein? Tout à fait. Vous êtes content? Je vais passer du temps avec mes enfants. Ah, d'accord. Ah, ben, merci. Et c'est à combien de jours? Puisque vous êtes sous-directeur, vous ne bénéficiez pas de 2-3 jours? Il faut prendre un minimum de 14 jours. Voilà. 14 jours. Et vous avez pris combien? Je vais prendre 14 jours au moins. Ah, d'accord. En tout cas, passez de belles vacances. Merci de nous avoir suivis, Marcelin. On est arrivé à la fin. Hein. Oui, c'est la fin de cette émission. Belles vacances de quelques heures seulement parce qu'on se retrouve demain à 5h55, toujours avec toute l'équipe. Je rappelle que c'est Christelle Akoussa qui a réalisé cette émission, bien sûr, avec toute l'équipe. Et puis Gabriel Zani, Alix Kokola, toute l'équipe. Diane Ivan Tiama, donc, qui a repris donc, la chargée de production, qui a repris le créneau de la matinale. Très, très bonne journée à toutes et à tous. Et Dieu voulant, on se retrouve demain. Ciao, ciao. Le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité à travers la NAGED vous a présenté Matin Bonheur. Ayons un comportement éco-citoyen. La propreté, c'est l'affaire de tous.